Faux départ? C'est bon? Ok, bon, merci au Board Jug de m'avoir invité et aux passionnés d'être ici, hein. Je vais donc vous parler microservices et cohérence des données. Donc c'est un sujet sur lequel vous avez probablement lu, vu, entendu pas mal de choses. Ce que je vous propose dans cette session, c'est de l'aborder très concrètement à travers deux exemples basés sur deux technos, la spécification MicroProfile Long Running Action et les sagas implémentés en particulier par le framework Eventwait dont je vous parlerai. En deux mots, donc, je m'appelle Jean-François James, je travaille chez Worldline, donc, qui fait des services et des systèmes de paiement. Donc, en l'occurrence, on est leader européen, on traite 50 milliards de paiements par an, donc des systèmes avec des gros volumes, des grosses contraintes de performance. Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal d'années d'ancienneté, ce qui m'a valu de suivre l'évolution de l'écosystème Java depuis presque ses origines. Ces derniers temps, je me suis plus particulièrement intéressé à Jakarta EE, la transition Java EE vers de l'open source pur dans la fondation Eclipse, et MicroProfile pour lequel j'ai eu l'opportunité de contribuer. Alors, le sujet abordé, en fait, il est assez ancien. Le sujet de la cohérence des données en architecture distribuée. On y était déjà confronté pour ceux qui ont fait du SOA il y a une quinzaine d'années. Je me souviens en particulier, on s'était lancé dans la refonte d'une de nos plateformes de paiement. À l'époque, on ne parlait pas de microservices, mais c'était déjà des services distribués, chacun ayant sa propre base de données. Et on avait été confronté à deux grands challenges. D'abord, bien définir et borner les services. Il n'y a pas de méthodologie. Il n'y a pas de processus de validation. On peut s'apercevoir assez tard dans le cycle de développement d'une erreur de conception. Donc ça, c'est une première difficulté. Donc il faut réunir, on va dire, de la compétence métier, de la compétence technique et une bonne dose d'intuition pour trouver le bon mélange. Et le deuxième challenge qui est lié au premier, c'est garantir la cohérence d'ensemble des données, en particulier quand on a des transactions métiers qui vont traverser plusieurs services, avec des mises à jour de chacun d'entre eux. Comment on fait pour avoir la garantie qu'à l'arrivée, on est dans un état cohérent, quoi qu'il advienne? Alors à l'époque, on développait en Java EE 5 ou 6. Il n'y avait pas vraiment de solution, on n'avait pas identifié de solution très nette pour traiter ce problème-là. Donc on avait fait des compromis au moment du déploiement. Il y a certains services qu'on avait prévu de colocaliser, on s'est aperçu que valait mieux les déployer côte à côte pour éviter les gros problèmes. On va voir aujourd'hui qu'on a des solutions qui apparaissent, qui sont disponibles, et je vais vous en présenter deux. Alors, j'ai parlé de Java EE, le modèle classique porté par Java EE et dans lequel on baigne depuis 3-4 décennies, c'est les transactions acides, en particulier les transactions acides locales. On en connaît tous le principe. Donc imaginons qu'on a un beau monolithe modulaire. Ça existe, c'est bien d'ailleurs les monolithes modulaires. Donc chacun a son propre jeu de données. Il se trouve que les données cohabitent dans la même database. Donc dans ces cas-là, vous connaissez l'histoire. On démarre sa transaction locale. Si tout va bien, on commit, et en cas de problème, on rollback. Dans tous les cas, on a une garantie qu'on part dans un état cohérent et on arrive dans un état cohérent. Donc acide, ça veut dire atomicité. L'ensemble des opérations de mise à jour est vu comme un tout indissociable. Consistance, on part d'un état cohérent, quoi qu'il advienne, on arrive dans un état cohérent. Isolation, on a la garantie d'accès exclusif aux données qu'on est en train de mettre à jour. Et durabilité, les données sont persistées à l'arrivée. Une petite nuance sur l'isolation, j'ai mis un i minuscule à propos parce qu'en réalité, la plupart du temps, on n'est pas au niveau d'isolation maximale, le niveau serializable qui garantit effectivement un accès quasi exclusif aux données, au détriment de la concurrence et de la scalabilité de l'application. Donc la plupart du temps, on est à des niveaux intermédiaires type read committed ou repeatable read, qui offrent un bon compromis entre le besoin d'isolation de l'appli et le besoin de scalabilité. À cette nuance près, on peut dire que ce modèle-là, il est simple de développement.
tranquille, surtout avec les annotations transactionnelles qu'on trouve dans Spring, Jakarta, MicroProfile. Donc c'est très simple à utiliser. C'est suffisamment performant et scalable pour la plupart des applications d'entreprise, largement éprouvé en production et historiquement supporté, notamment par les bases de données SQL, les brokers JMS type ActiveMQ et les plateformes type JavaE et JakartaE maintenant. Donc, notre beau monolithe modulaire de tout à l'heure, on l'a séparé en services dissociés. Donc, le propos de cette présentation, c'est pas de détailler l'intérêt de passer en microservices. On suppose là que l'intérêt est avéré. Et donc, nos 3 modules sont devenus 3 services distribués, chacun ayant sa propre base de données. On peut, avec le too-fast commit, répliquer ce modèle de transaction acide. Ça va nécessiter un peu de complexité. Alors, on va avoir besoin d'un transaction manager qui va effectuer un travail de coordination avec l'application. On va avoir besoin de propagation du contexte transactionnel entre les services. Et le rôle du transaction manager, ça va être, en fonction des directives begin, commit, rollback, de coordonner les ressources que constituent les bases de données. Ce modèle-là, il a le mérite de garder la simplicité de développement, mais au détriment de pas mal de choses. On a un fort couplage technique, puisqu'il faut notamment que le contexte transactionnel se propage. C'est pas tout le temps facile à faire. On a un coût élevé de l'isolation, parce que on se retrouve avec des durées de transactions qui dépendent dont la vitesse d'exécution dépend du service le plus lent. On a quand même une certaine fragilité liée à la coordination synchrone qu'on a vue. Ça coordonne de partout, donc il y a quand même un risque qu'au final, ça ne se passe pas si bien que ça. Si un des acteurs ne joue pas vraiment le jeu, on peut se retrouver dans un état incertain, ce qu'on appelle les heuristic outcomes. C'est non supporté par les nouveaux systèmes, les NoSQL, Kafka, etc. Et le contexte transactionnel, de toute façon, il n'est pas protégé par des API classiques, que ce soit REST, GraphQL ou gRPC. Donc finalement, ce modèle-là, il reste intéressant dans certains cas particuliers. Dans le cas des microservices où on va chercher justement un découplage maximum, une certaine résistance aux pannes et un niveau de performance acceptable, il va pas être tout à fait adapté, en tous les cas, hormis des cas particuliers. Donc c'est là que rentrent en scène les long running actions et les sagas, en offrant un service de transactions distribuées plus lâche que les transactions acides qu'on a vues. On va garder les transactions acides locales, parce que de toute façon, elles marchent bien. Et au-dessus, on va mettre une couche de coordination plus légère. On verra comment ça se présente. Et à l'arrivée, donc on démarre, ça LRA ou ça s'arrête. Et à l'arrivée, on confirme ou on compense. Donc là, c'est différent du rollback. C'est-à-dire que les opérations de compensation vont consister à défaire ce qu'on a fait. Si pour une raison ou une autre, ça se passe mal, il va falloir retirer tout ce qu'on a fait. Donc une opération de compensation, ça peut être très simple, changer le statut d'une entité. Ça peut être plus compliqué, par exemple, recréditer un compte qu'on a débité. Donc là, on voit que du point de vue du développeur, on perd un peu de simplicité quand même, puisque il va falloir orchestrer, coder ces opérations de compensation. Alors, le principe général de ça, c'est on garde les transactions acides locales, on met au-dessus une couche de coordination légère faiblement couplée, on verra ce que ça veut dire. On doit développer des opérations de compensation explicites, on perd l'isolation globale, le I de acide disparaît, puisque au fur et à mesure de la traversée des services, on va voir les modifications qui sont en cours par l'intermédiaire de la transaction globale. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, la comparaison entre opérations de compensation et rollback a quand même ses limites. Je dirais que les opérations de compensation, c'est beaucoup plus fort que le rollback, puisque ça va couvrir les erreurs techniques,
Typiquement, je sais pas, un code erreur 500, ça se passe mal dans dans un des services appelés, mais ça va aussi couvrir les cas fonctionnels. Et généralement, les cas fonctionnels, même lorsqu'on utilise les modèles de transaction ACID, on ne rollback pas. Typiquement, sur un système de paiement, s'il y a un refus de paiement, on ne va pas faire un rollback. On va noter que le paiement a été refusé. Donc, certes, il y a un travail, on va dire, de développement des transactions, des opérations de compensation, mais de toute façon, ce travail-là, la plupart du temps, il faut le faire pour gérer le problème fonctionnel. On peut poser des questions, hein, j'imagine, éventuellement, hein, si vous en avez. N'hésitez pas. Ah, on va voir ça après, mais effectivement, là c'est du rattrapage manuel, ça peut être du rattrapage en batch, il faut se donner tous les moyens pour que le rattrapage soit relativement facile. Effectivement, on n'est pas à l'abri qu'une opération de compensation se passe pas forcément bien. Il faut être capable de le gérer. Du point de vue du développeur ou de l'utilisateur final? Ouais. Ah, tout à fait. Ah oui, c'est très lié au fonctionnel, hein. Ouais, complètement. Les solutions qui vont répondre à cette problématique, j'en ai identifié 4. La spécification MicroProfile Long Running Action, le framework Eventwait, Axon IQ, donc je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, et CITA. Donc grosso modo, pour situer les choses, Eventwait et Axon IQ, ce sont des frameworks, des plateformes open source qui vont vous permettre de développer des microservices en respectant les principes du DDD, Domain Driven Design, donc avec les fameux bounded context, les domain events, les agrégats, un certain nombre de choses, dont les sagas. Donc dont les sagas sont intégrés dans ce qu'offrent ces frameworks. Je vais faire une démo avec les 2 premières solutions, en se concentrant sur l'aspect saga. Je ne vais pas descendre dans le détail du DDD, ce n'est pas l'objet de cette présentation. MicroProfile, donc c'est un ensemble de spécifications. Vous avez probablement entendu parler, dont vous avez probablement entendu parler, qui facilite le développement d'applications cloud native microservices. Donc on va y trouver des spécifications qui sont liées aux API, des spécifications qui sont liées quand on déploie du microservice cloud native, un socle de configuration commun à tout ça. Donc tout ça, ça constitue le corps. C'est-à-dire c'est versionné de manière homogène et la dernière version, je crois que c'est la 5.0 qui a dû sortir là très récemment. Et à côté de ces spécifications qui constituent le corps, on a des spécifications qui ont leur propre cycle de vie, ce qu'on appelle les standalone specifications. On va trouver nos long running action en haut à droite. Et capricieux ma télécommande ce soir. Hop là, pardon. On va trouver donc les long running action en haut à droite, dont je vais vous parler. Et pour l'anecdote, j'ai contribué au projet MicroProfile GraphQL pendant 2 ans. Toc, on continue. Eventwait. Alors, Eventwait, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je l'ai découvert à la lecture de cet excellent livre de Chris Richardson. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tous les cas, il vaut vraiment le coup d'être lu parce qu'il explique de manière extrêmement pragmatique comment appréhender les architectures microservices et également pourquoi les appréhender, dans quel cas c'est pertinent. Donc il l'explique sous forme de patterns. Ces patterns sont décrits dans un site microservices.io. Et pour illustrer ces patterns, il s'appuie sur une application d'exemple qui déroule tout au long de ces chapitres.
Et cette application d'exemple s'appuie sur un framework qu'il a écrit qui s'appelle Eventuate.io. Donc j'ai découvert Eventuate à la lecture de ce bouquin et je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal, pourquoi pas essayer. Si on compare dans les grandes lignes ces deux solutions, donc MicroProfile LRA, ça découle d'un standard Oasis qui date de 2006. C'est une spécification qui fait 64 pages et qui décrit de manière très précise les interactions entre l'implémenteur de la spécification et les utilisateurs de la spécification. La version en cours, c'est la 1.0 qui date de l'année dernière. Donc c'est intéressant de constater d'ailleurs que les deux reposent sur des travaux anciens, mais finalement c'est assez récent tout ça, quoi. Donc la version 1.0 est sortie l'an dernier. Les implémentations disponibles, on les a dans Quarkus, dans OpenLiberty, dans Elidon, Wildfly. Dans Camel, il y a un module qui permet d'utiliser les sagas dans des routes Camel. Et on peut également utiliser dans Spring Boot en utilisant Jersey, qui est une implémentation de JAX-RS. Et donc en fait, ce sont des annotations qu'on pose sur des classes ressources JAX-RS. À la fin, je vous donne des références d'exemples avec des liens pour ceux qui font du Spring, pour voir comment ça marche, comment l'utiliser sur du Spring. Tout est basé sur du protocole d'échange synchrone REST HTTP. Et en termes d'infrastructure, on a besoin de ce qu'on appelle un LRA coordinateur. C'est en fait un gestionnaire de transactions léger. On verra qu'il est beaucoup plus léger que le gestionnaire de transactions toFastCommit de tout à l'heure, qui doit interagir avec plein de trucs. Sur l'autre colonne, donc les sagas, l'origine des sagas, c'est des travaux qui datent de 1987. Vous n'étiez peut-être pas tous nés. Enfin, moi, je démarrais ma carrière professionnelle, donc c'est assez ancien. Eventuate, c'est une plateforme microservices open source, comme je vous ai dit, qui va vous permettre d'implémenter des microservices avec une approche domain-driven design. Pour la démo, j'ai utilisé la version Quarkus qui date d'avril 2021. Le framework est disponible sur Spring Boot et Micronaut aussi. En modèle de programmation des sagas, il y a deux approches. Il y a une approche chorégraphie, où on va réutiliser les domain events pour, de manière plus ou moins implicite, gérer la cohérence des données. C'est pas la meilleure approche. Celle que je vais vous présenter, c'est l'approche d'orchestration qui s'appuie sur un domain specific language, où on va décrire la saga complètement, explicitement, et à partir de là, on va orchestrer tous les services pour dérouler la saga. En mode d'échange, on est sur du messaging asynchrone. Et en termes d'infrastructure, on a besoin d'un composant spécifique qui s'appelle le CDC, le Change Data Capture. On a besoin d'un système de queuing, donc en l'occurrence Kafka, et d'une base de données, en l'occurrence PostgreSQL. Donc voilà, on voit que c'est des solutions très différentes techniquement. J'ai implémenté le même exemple avec les deux. Ça va permettre de voir comment ça marche. Donc, précisément, on va voir en action. Le cadre de la démo, c'est l'exemple classique. Vous l'avez sans doute vu si vous êtes intéressé aux sagas, etc. C'est donc un système de réservation de vacances avec un certain nombre de prestations, hôtels, voyages, voitures de loc, etc. Et on veut que le tout soit cohérent. Donc cet exemple, je l'ai repris. Alors, je l'ai à la fois simplifié et approfondi. C'est-à-dire que j'ai gardé juste deux services, le service vacances et le service voyage. Vous verrez que pour comprendre les principes généraux, ça suffit largement. Et je l'ai approfondi, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on trouve assez couramment sur Internet, j'ai vraiment mis de la logique métier, de la persistance, des transactions, pour que ça ressemble un petit peu à une appli un petit peu réelle. Donc, comment ça va marcher ? On va recevoir une requête de vacances, une demande de vacances. On va dire, je veux aller à tel endroit, de telle date à telle date, tant de personnes. La première chose qui va être faite, ça va être de contrôler l'identifiant du client, parce qu'il y a un identifiant de client qui est présenté dans la requête. Donc là, c'est très simple, c'est le client, ça doit obligatoirement être 42. Ensuite, on va invoquer le service de voyage
qui lui va contrôler le départ, la destination, et va déterminer le moyen de transport, et va donner des horaires précis en fonction des dates et heures qui ont été demandées. On va chanter hôtel et car dans le cas de l'exemple, et à la fin, on a un contrôle de montant total. Donc ce qui est intéressant dans cet exemple, bien qu'il soit très simple, on va provoquer pas mal de cas d'erreur pour voir comment ça se passe. Premier cas d'erreur, le numéro de client est pas bon. Donc là, la transaction elle va être très courte, puisqu'on va tout de suite dire « hop, c'est pas bon ». Deuxième cas d'erreur, on va se tromper dans la destination. On va mettre une destination que le service de voyage ne connaît pas. Donc là, ça va être une transaction un peu plus compliquée, on va invoquer les deux services, etc. Donc on va voir comment ça se passe. Un troisième cas qui est à la fin le contrôle de montant total quand on revient dans le service principal de réservation de vacances. Donc là, on a invoqué les deux services et lui éventuellement il a accepté, mais là on va lui dire pap, finalement non, tu défais tout. Donc ça va être un cas intéressant et on va provoquer des situations de time-out puisque on n'est pas jamais à l'abri de latence réseau, donc de time-out entre les deux services et de time-out global vis-à-vis de la requête. Et on va voir comment ça se passe et comment on arrive à retomber sur nos pieds en termes de cohérence de données. Donc l'enjeu de la cohérence de données, là dans l'exemple que je vous donne, c'est que le statut des entités de part et d'autre soit cohérent. C'est-à-dire que si c'est accepté d'un côté, c'est accepté de l'autre. Si c'est rejeté d'un côté, c'est rejeté de l'autre. Si c'est annulé d'un côté, c'est annulé de l'autre. On ne veut pas se retrouver, quel que soit le cas d'anomalie que j'ai évoqué, on ne veut pas se retrouver dans une situation bancale. Est-ce que ça vous paraît clair, le cadre de la démo? Eh bien, on avance. On va démarrer par MicroProfile. L'architecture avec MicroProfile est la suivante. Le gestionnaire de transactions, le LRA coordinateur, c'est Narayana. Narayana, c'est un gestionnaire de transactions open source multiprotocole. Donc c'est Red Hat qui le gère. On le retrouve d'ailleurs dans Quarkus, dans Wildfly, dans JBoss. Il est multiprotocole et en particulier il sait faire des choses très compliquées comme le two-phase commit qu'on a vu tout à l'heure et des choses beaucoup plus simples comme la coordination LRA qu'on va voir. Nos deux services ont chacun leur propre base de données, sont implémentés en Quarkus, on va utiliser Postgre, tous les échanges se font en REST HTTP et on va utiliser Jaeger pour voir les lignes de pointillés, c'est-à-dire ce qui se passe, quel est le style d'interaction entre le coordinateur LRA et les services. Alors vous allez me dire, ouais, finalement, tout à l'heure, je vous ai dit que les transactions acides to phase commit c'était compliqué. Bah, finalement, là, c'est compliqué aussi, puisque on a un LRA coordinateur et on a de la coordination qui doit se faire aussi entre les différents services. Alors c'est quand même beaucoup moins compliqué, comme on va le voir, dans la mesure où l'interaction entre le LRA coordinateur et les services, elle se fait sur des endpoints HTTP. C'est-à-dire que le LRA coordinateur, il n'interagit pas directement avec les bases de données. Et la propagation du contexte transactionnel se fait de manière très simple à travers un header HTTP qui va transporter un identifiant de LRA. Bien évidemment, on aura également une illustration du flot de compensation. En termes de modèle de programmation, comment ça marche? Donc, la spécification MicroProfile LRA, elle définit 7 annotations. Là, je vous ai illustré les 3 principales. En l'occurrence, la principale, c'est LRA. C'est l'équivalent de la transaction transactionnelle, puisqu'on va dire, on va donner le type de la LRA. Donc là, ça doit vous rappeler des choses par rapport aux annotations classiques, transactionnelles. Là, on dit que c'est une LRA required, c'est-à-dire que si il n'en existe pas, j'en crée une au moment où je suis appelé. S'il en existe déjà une, je m'enrôle dedans. End égale true, donc là je dis que la méthode book, donc là on est dans le service principal de réservation de vacances, la sortie de la méthode book, quoi qu'il advienne, va provoquer la fin de la LRA. On va donner une limite de temps, en l'occurrence 2 secondes, et on va voir ce qui se passe quand on dépasse ces 2 secondes-là. On ne veut pas que la transaction dure plus de 2 secondes. Et on peut également définir les conditions d'annulation. Alors, une condition d'annulation simple, c'est le serveur se plante. Boum, bon bah là,
on remballe tout. On peut également avoir des conditions d'annulation sur client error. On peut être beaucoup plus précis. On a une certaine liberté là-dessus. La méthode compensate, alors la méthode complete, on va plutôt passer par la méthode complete, elle va être appelée par le coordinateur LRA à la fin de la LRA pour dire on a tout fini, ça s'est bien passé. La méthode compensate, elle va être appelée par le coordinateur LRA à la fin pour dire ça s'est mal passé. Et vous pouvez remarquer que dans les trois cas, on reçoit un paramètre commun qui est l'identifiant de LRA. Cet identifiant de LRA, il a été donné par le coordinateur LRA. Au moment où on a démarré la LRA là, on l'a invoqué. Il a descendu un identifiant de LRA qui va donner partout à tous les participants, à toutes les méthodes. Cet identifiant de LRA, c'est le seul couplage qui va assurer entre tous les participants, on va dire la participation, c'est le seul point de couplage lié à la transaction. Donc vous pouvez voir que c'est relativement simple. Alors charge au développeur de se débrouiller avec ça pour faire le lien avec sa logique métier. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut être capable par exemple, sur une opération complete ou compensate, de retrouver le use case métier qu'on était en train de traiter à partir de cet identifiant de LRA. En réalité, c'est pas très compliqué. Côté service voyage, donc là c'est le service holiday, façade, c'est lui qui démarre la transaction et qui l'a fini, lui il est appelé. Donc on retrouve la transaction LRA mais de manière un petit peu simplifiée. Là vous voyez que j'ai mis un type support. Ça veut dire que si mon service de voyage est appelé dans le cadre d'une transaction LRA, il y participe, sinon il peut se dérouler sans transaction. C'est-à-dire je laisse la possibilité que ce service voyage soit appelé tout simplement sans participer à une LRA. Je dis que la sortie de la méthode ne provoque pas la fin de la transaction LRA et on retrouve nos méthodes compensate et complete. Est-ce que le modèle de programmation vous paraît clair? Oui. On se retrouve à devoir le préciser, ouais. Mais ça permet de faire des choses très distribuées. Parce que là, j'ai pris un cas simple où j'ai mis un service façade, en gros, qui lui se débrouille avec des services back-end derrière et coordonne tout ça. Si tu vas voir par exemple, je crois que c'est Elidon, il y a un exemple Elidon qui est très intéressant où il démarre d'un côté avec une partie front. Il démarre d'un côté la LRA et il a fini tout à fait de l'autre endroit. Donc avec cette facilité-là, on peut faire des choses totalement décentralisées. Démarrer d'un côté, finir de l'autre. Ça donne une certaine souplesse d'utilisation. Alors, le modèle de programmation, il est simple, mais il y a des pièges. Donc, vous avez vu la méthode LRA, c'est elle, en général, on va la poser sur la méthode métier. C'est elle qui va démarrer ou permettre de participer à une LRA en cours. Ça s'exécute dans un thread qui est appelé depuis un endpoint. Tout va bien. La méthode complete, elle est optionnelle. On n'est pas obligé de l'implémenter. Bon, dans mon exemple, j'ai choisi de l'implémenter, mais on peut tout à fait dire non, finalement, on peut s'en passer de la méthode complete. Alors déjà, il y a une première astuce. La spécification ne dit rien quant à l'intervalle de temps qui peut se dérouler entre la méthode annotée par LRA et la méthode annotée par complete. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de l'éventuelle consistency. En réalité, avec Narayana, dans tous les exemples que j'ai faits, c'est hyper rapide. Mais il faut savoir que la spec ne dit pas, n'impose rien à ce niveau-là. Bon, ça c'est une petite ruse qui n'est pas trop méchante. Compensate, c'est plus méchant. Vous avez vu qu'on a une méthode compensate qui permet de déclencher les actions de compensation. Et il se peut tout à fait que cette méthode compensate s'exécute de manière concurrente à votre logique métier. En particulier, si c'est un autre participant qui a décidé de mettre fin à la transaction, ou si c'est le coordinateur LRA
pour une raison de timeout par exemple, qui dit à tous les participants, hop hop, je vous envoie le compensate. Et on peut très bien être invoqué sur le endpoint compensate et s'exécuter de manière concurrente avec un autre thread alors qu'on est en train de dérouler tranquille sa logique métier dans le LR1. Donc il faut avoir ça en tête. C'est pareil, c'est pas compliqué une fois qu'on a compris le principe. C'est pas compliqué de le gérer, mais on peut se faire piéger. C'est clair ou pas ce que j'ai raconté avec le compensate qui peut arriver en même temps que... Donc en réalité, au niveau programmation, donc ouais, les exemples que je vous donne, ils sont disponibles sur GitHub, il y a les liens à la fin, donc vous verrez. La manière simple de pallier à ça, c'est que quand dans la méthode compensate, on reçoit un identifiant de LR1. La première chose qu'on fait, c'est on regarde est-ce qu'elle est associée à une transaction métier qu'on a vu passer. Sinon, ben, c'est qu'on est dans le cas où le compensate a doublé la fin de la transaction métier. Donc on le note, on le persiste dans une table à part, et la transaction métier qui est annotée LRA, à la fin, une fois qu'elle a fini sa logique métier, elle va dire « Oh, est-ce que par hasard, j'aurais pas été compensé alors que j'étais en train de faire le truc ?» Et si oui, bah, elle prend ses dispositions pour dire bah, je réponds qu'en fait ça a été compensé. C'est dans l'exemple que j'ai choisi, c'est le cas, ouais, c'est le cas. Alors, ouais. Donc dans la méthode compensate, il vaut mieux effectivement mettre un flag disant ça a été compensé et charge à la méthode métier à la fin, une fois qu'elle a déroulé son truc, de se dire oulala, il se trouve que j'ai été compensé alors que j'étais en train de traiter le truc et bah, défaire éventuellement. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Mais ce que je voulais dire à travers cette illustration, c'est que le modèle de programmation qui paraît simple, il est un peu piégeux quand même. Donc on va faire la démo avec MicroProfile. Alors, j'espère que ça va être suffisamment lisible. On va tout passer par du Swagger. MicroProfile. Donc, on va utiliser la méthode post. On va dire qu'on veut aller à Londres. Alors là, vous voyez, ouais, c'est assez clair. Donc là, c'est bien, je suis le client 42, donc ça va passer. Je pars de Paris. Paris, c'est le seul point de départ possible avec la démo. Je vais à Londres. Londres, ça fait partie des destinations qu'il connaît. Et j'ai donné des dates. Je veux voyager en standard, hein, pas un truc de luxe. Et je suis tout seul. Donc là, j'ai tout lancé, l'infrastructure que je vous ai montré tout à l'heure avec du Docker. Là, on va exécuter. Pop, et si tout va bien, on a la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la réponse ? Ça tombe bien, on voit que ma demande de voyage à Londres en solo a été acceptée. J'ai pas de business error. À des fins pédagogiques, j'affiche l'identifiant de LR1 qui a été délivré par Narayana. Bien évidemment, c'est pas du tout une information destinée à un user, mais c'est pour la démo. Je reviendrai tout à l'heure sur les notions de response time, parce qu'on m'a posé la question à Devox que ça donnait en termes de perf, donc on en parlera tout à l'heure. Et là, je vois que j'ai mes informations de voyage, notamment, j'apprends que je vais aller en bateau à Londres, j'ai mes heures de départ et j'ai mon prix. Donc le prix doit être inférieur à 500, mettons que ce soit des euros, et donc là, je suis bon. Donc tout s'est bien passé. On va aller voir du côté de Jaeger ce qui s'est passé sous le capot. Donc je vous ai dit qu'on allait utiliser Jaeger pour voir ce qui se passe entre les services et le coordinateur. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a eu un start LRA. Il a reçu une directive de démarrage de la LRA.
qui découle de la notation LRA qu'on a vue tout à l'heure. Donc là, c'est très bien. On a deux participants. On voit que on a deux joins. Très bien. Et on voit qu'on a un close LRA. Donc le close, par opposition au cancel LRA, indique que tout s'est bien passé. Donc effectivement, là je vois que l'identifiant de voyage, c'est le 1. On va aller voir, alors je passe, on va aller voir ici ce que lui, il nous dit. Donc voyage, c'est le service qui a été appelé par Holiday. Alors, on retrouve l'identifiant de LRA ID, on retrouve les caractéristiques de la demande et on voit qu'on a été accepté des deux côtés. Donc là, on est dans un état cohérent. C'est le cas passant où les choses se sont bien passées. On va induire une première erreur sur le numéro de client. Donc là, la transaction, elle va démarrer, elle ne va pas aller très loin parce que tout de suite, le service principal va dire le numéro de client n'est pas bon. Effectivement, ma demande, elle est rejetée, j'ai une erreur business client inconnu, je vois que j'ai quand même déclenché une LRA qui n'a pas duré très longtemps. J'ai pas du tout appelé le service de voyage parce que je me suis arrêté avant. Et là, si on va voir côté Jaeger, on va voir qu'on a une transaction qui a été démarrée, on a eu un seul participant et elle a été cancelée. C'est clair pour l'instant? Donc là, c'est le cas simple où on s'est tout de suite planté sur le numéro de client. Donc là, maintenant, on va faire un petit peu plus rigolo. On va... Ouais. Au niveau de suivi, on a la possibilité de savoir identifier qui est qui. Au niveau de trace, parce que là, on est assez simple, on a deux acteurs. Dans Jaeger, ouais. Honnêtement, je ne peux pas te répondre. Je pense que oui. Je pense que oui, mais là, je n'ai pas la réponse immédiatement. Donc là, on va se tromper volontairement sur la destination. Donc on va envoyer une destination que le service de voyage derrière ne sait pas traiter. Là, on est rejeté, destination inconnue, on a notre identifiant de LRA, on a bien invoqué on a bien eu une réponse du service de voyage derrière, et là, on a une transaction avec deux participants qui a échoué. On a démarré, on a deux participants, et là, on a cancellé. Donc, évidemment, c'est bien rejeté des deux côtés. Là, maintenant, on va faire un petit peu plus vicieux. On va dire, ouais, Londres, c'est bien, mais à deux, c'est plus sympa. Et là, on va provoquer un dépassement de prix. C'est-à-dire que le client est bon, le voyage est bon, le voyage va dire, bah tiens, pour moi, c'est bon, tu peux aller à Londres. Et tout à fait à la fin, quand on revient dans le service principal de voyage, il va dire, ah non, le prix maximum est dépassé. Donc, il va falloir qu'on défasse tout ce qu'on a fait. Tac, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, on est bien max pricing exceeded. On a dépassé le montant maximum. Du coup, on a rejeté la demande. Sur l'identifiant de voyage numéro 3, pour lui, c'était bon. Puis à la fin, on lui a dit non. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir. Il est donc en statut cancelled. C'est-à-dire que, en fait, dans un premier temps, il a accepté, il s'est mis en situation pending, en attente de confirmation, et à la fin, on lui a dit non. Donc là, on est bien cohérent, je dirais, des deux côtés. Alors maintenant, on se dit, très bien, qu'à cela ne tienne, Londres à 2, c'est trop cher, on va essayer Dublin. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va tomber en timeout. C'est-à-dire que Holiday est configuré pour attendre au maximum 1 seconde la réponse de voyage. Et là, on va évidemment dépasser le temps maxi. Donc là, on a un temps de réponse un petit peu plus long, puisque on a dépassé la seconde.
On est rejeté. La demande est rejetée. Et là, le problème, c'est que en face, le service de voyage, il n'a pas répondu. On a attendu une seconde, on n'a pas eu de réponse. Pour autant, il a vu arriver la requête et il l'a traitée. Mais par contre, on n'a pas son identifiant. Donc on va aller voir si on a traité une demande à destination de Dublin côté voyage, ce qui s'est passé. Donc effectivement, on a bien traité cette demande pour aller à Dublin. On avait bien répondu, on a dit qu'on y allait en avion, on avait même donné les horaires et tout. Mais comme on a été trop lent, en face, il a dit non, moi j'annule tout, j'annule la transaction. Et effectivement, là, on est bien cancelled. C'est-à-dire qu'on a bien pris en compte le fait que la transaction a été annulée sur ce cas-là. Un dernier cas, cette fois, on dit qu'on va aller à Budapest, et là, on va excéder les 2 secondes, la durée maximum de la LRA qui avait été donnée au début. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir une annulation de la LRA à l'initiative du coordinateur LRA. Le coordinateur LRA, il va dire « Oh là là, on m'avait dit 2 secondes au départ, vous répondez pas assez vite, j'annule tout, débrouillez-vous. » Donc là, c'est un petit peu plus long, c'est normal. On a mis 3 secondes, pour répondre. On a bien été cancellé. Pourtant, tout s'était bien passé, puisque mon service de voyage m'avait bien dit que je pouvais aller à Budapest en train. Mais au global, on a pris plus de 2 secondes. On a pris 3 secondes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le coordinateur LRA, le coordinateur LRA, lui, il a pris l'initiative de lui-même de canceller la transaction. C'est pour ça que là, on voit pas le cancel. C'est pas un des services qui lui a dit canceller. C'est lui qui a décidé de canceller. Et effectivement, si on va voir le voyage numéro 6, là, on va revenir en bas, on va voir que il a bien été cancellé. Donc on a fait le tour des cas d'erreur que je vous avais dit. On a vu des cas d'erreur fonctionnels, on a vu des cas d'erreur techniques avec des timeouts, des choses comme ça. À chaque fois, on est retombé sur nos pieds. Au global, ce qu'on peut dire sur MicroProfile LRA, c'est que c'est plutôt simple à utiliser. Les seules interactions, c'est avec des endpoints HTTP. La contrainte principale, c'est de gérer l'association entre cet identifiant de LRA et sa logique métier. Et moyennant les précautions que je vous ai dit sur le compensate qui peut doubler la logique métier, on arrive relativement bien à s'en sortir. Est-ce que ça vous a paru clair, cette démo sur MicroProfile LRA? Eh bien, on va maintenant passer à Eventuate. Alors là, on va rentrer dans un autre monde, le monde des échanges asynchrones. L'architecture de Eventuate, c'est la suivante. Déjà, on retrouve nos deux services avec leur base de données, mais là, on n'est plus en REST. On va utiliser Kafka pour faire de l'échange de messages, mais on va utiliser Kafka pas n'importe comment. À chaque bout du tuyau, on a un composant qui s'appelle le Change Data Capture, qui va, comme je vais vous l'expliquer, permettre d'implémenter la transactionnalité des messages échangés sur Kafka. Kafka ne supporte pas les transactions acides, naturellement, mais grâce à ce mécanisme de CDC que je vais vous détailler, Eventuate permet d'assurer une forme de transactionnalité au-dessus de Kafka. On a Zookeeper en haut qui va donc nous surveiller Kafka et également les CDC, c'est-à-dire que pour des raisons de robustesse, on peut avoir plusieurs CDC en parallèle. Et puis, pour la démo, j'ai mis une GUI Kafka, parce qu'on va aller fouiller un petit peu dans les messages qui circulent là entre les deux, pour essayer de comprendre comment ça marche. Alors, le transactional messaging, en fait,
Le problème auquel répond le CDC, c'est comment je garantis que je vais envoyer des messages de manière cohérente transactionnellement avec ma logique métier. Donc ce que fait Eventuate, plutôt que d'écrire directement sur Kafka, il va passer par une table de messages. Il va publier en fait le message à destination de... Alors, les messages, il y en a plusieurs types. Il y a les domain events et il y a les commandes. Nous, on va voir plus particulièrement les commandes. Mais toujours est-il que ces messages doivent être propagés de manière cohérente avec les transactions acides locales des services. Donc, le message va être écrit dans une table dédiée. Le composant CDC, son boulot, ça va être de prendre les messages qui ont été postés dans cette table pour les publier sur un topic Kafka. Donc pour ça, il peut le faire de deux manières. Soit il fait un truc qui n'est pas joli, qui est du SQL pooling. Il va faire du select message en gardant ceux qu'il faut envoyer. Bon, c'est pas top. Soit il fait du transaction log tailing. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu ce que fait Debezium. C'est-à-dire qu'il va fouiller la transaction log de la database, il va la tailer pour regarder en fait tous les messages qui ont été committés dans la table et les publier directement. Donc ce mode-là est beaucoup plus efficace en production. Il est disponible sur MySQL et Postgre avec Eventuate. Après le SQL polling, il est disponible sur toutes les bases de données. Donc là, on va assurer l'envoi transactionnel du message. Et à l'autre bout, on va retrouver un CDC qui, lui, va assurer l'unicité du message reçu. C'est-à-dire qu'il va souscrire un topic et il va écrire dans une table de messages, il va vérifier qu'il n'a pas déjà reçu, au cas où, et si oui, et sinon, pardon, il va le délivrer au consumer dans le cadre d'une transaction acide locale. Donc tout ça, ça permet, en fait, d'avoir des échanges de messages au-dessus de Kafka de manière transactionnelle. Ça vous paraît clair ça paraît un peu tordu, un peu compliqué, mais ça marche assez bien. Alors CDC, c'est une application Spring Boot qui fait partie du framework Eventuate. Ça fait vraiment partie du framework Eventuate parce que lui, il articule en fait tous les échanges de messages, donc que ce soit des commandes, des réponses à des commandes ou des domain events, tout passe par le biais du CDC. On n'écrit jamais directement sur Kafka. Ouais, je pense que c'est quelque chose à monitorer de très près en production, ouais, l'évolution de cette table-là. Voilà ce que ça donne en termes de modèle de programmation. Donc je vous ai dit que j'allais vous montrer le modèle orchestration basé sur un DSL. Donc la clé de voûte, c'est la définition de la saga. C'est relativement lisible, comme vous pouvez le voir. On définit donc des étapes. Au sein de chaque étape, on peut faire une invocation de méthode locale ou invoquer un participant distant. Donc dans le cas où on invoque un participant distant, on va lui envoyer une commande par le biais du tel que je vous l'ai décrit là. On peut réagir aux réponses envoyées par le participant vis-à-vis. Et chose intéressante, on a pour chaque étape, ou pas d'ailleurs, un with compensation. Donc le with compensation, ça correspond à l'action qu'il va falloir réaliser si à un moment donné ça se passe mal et s'il faut dérouler le flot de compensation. Donc ce DSL, il se lit de deux manières. Il se lit en flot d'exécution, il se lit en flot de compensation. Donc là, le fait que tout en haut, là, on invoque la méthode reject, ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il advienne en dessous, si ça se passe mal, il faudra de toute manière, à minima, exécuter la méthode reject qui va permettre de rejeter la transaction. Alors on pourra voir ça, c'est pas un identifiant de LRA parce que là il n'y a pas un coordinateur central qui va distribuer un numéro de transaction, etc. En fait, là on initialise une saga et
toutes les données portées dans la saga sont portées dans une classe précise. En gros, c'est tout le contexte de la saga. D'accord ? Donc, sur les méthodes en question qui sont appelées, de deux choses l'une, soit on ne s'embête pas, on donne toutes les datas de la saga et lui, il va piocher dedans ce dont il a besoin, soit on fait plus joli et on ne lui donne que les données dont il a strictement besoin. Mais on n'a pas de notion de... Enfin, on ne manipule pas directement de notion de LRA, d'identifiant de transaction. Tout ça, c'est implicite, c'est caché en dessous. Donc, on a relativement peu de contraintes sur... on a une relative liberté sur les méthodes qui sont appelées là, quoi. Relative liberté. On pourra le voir si on a le temps. À l'autre bout du tuyau, donc, la saga, là, elle va être portée par notre service Holiday, puisque c'est lui qui orchestre tout. Donc, on va invoquer, notamment, on va envoyer une commande au service Voyage, et à l'autre bout du tuyau, lui, comment ça se passe ? Eh bien, on définit un command handler, on définit des command handlers en disant, ben voilà, tout ce qui arrive sur ce channel-là, trip service, donc ça c'est associé à un topic Kafka en réalité. Si c'est un message de type book trip command, j'invoque la méthode book trip. Si c'est un cancel, cancel. Si c'est un confirm, confirm. C'est donc relativement facile à lire aussi. Donc il faut configurer ça à l'autre bout du tuyau. Il y a des limitations d'enchaînement de saga pour rappeler une autre saga. Alors, je reviens à MicroProfile LRA. On peut avoir des LRA imbriqués à deux niveaux, d'après ce que j'ai compris. On peut avoir une LRA principale qui va elle-même avoir plusieurs LRA imbriqués. De ce que j'ai vu là au niveau de Eventuate, j'ai pas vu de possibilité d'imbriquer des sagas. Il faudrait creuser, mais j'ai pas exploré cette piste. Si, de cette manière-là, si. Ouais, si. On pourrait très bien, effectivement, dans le service voyage, par exemple, invoquer une méthode qui elle-même redéclenche une autre saga. Oui, tout à fait. Je n'avais pas compris dans ce sens-là. Tout à fait. Eventuate, il a besoin de persister pas mal de choses en database. Donc, lui, il va venir poser un certain nombre de tables à côté de vos tables applicatives. Donc, vous voyez, alors on a deux catégories de tables. On a des tables, j'ai envie de dire, générales, qui sont liées en fait à tout ce qui permet de faire en termes de DDD. Donc là, on les retrouve sur le service de vacances et sur le service de voyage. Et plus spécifiquement, quand on définit des sagas, il a des tables supplémentaires, en l'occurrence 4 tables supplémentaires, dans lesquelles lui, il va gérer toute sa tambouille. Donc en fait, quand on revient sur la route là, la définition de la saga, derrière, une saga, c'est quelque chose de persisté. Tout ce qui se passe, en fait, ça va être persisté, et ça va être potentiellement exécuté par plusieurs threads. Typiquement, quand on a besoin d'invoquer un participant, donc là, on a une latence. Donc dans ces cas-là, ça va être exécuté très probablement sur un autre thread que les méthodes locales où on peut les enchaîner localement. Donc il y a tout un mécanisme de persistance de saga dans des tables derrière. Donc là encore, c'est des tables à monitorer en production. On trouve notre table de messages dont on avait tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a la table d'events qui fonctionne exactement comme message pour les événements, les business events. Voilà. Donc Axon fonctionne aussi de cette manière-là. Axon a besoin aussi de persister des choses, notamment pour les sagas. Je vais vous faire une démo cette fois avec Eventuate. Ça va, je vous ai pas perdu, je vous ai pas endormi? Dites-moi. Je suis angoissé, vous dites rien. Alors, la première chose à faire que je vous propose, c'est de regarder l'état de santé des CDC. Je vous avais dit que CDC, c'est en fait c'est une application Spring Boot
qui expose des sondes de bonne santé à travers l'actuateur. Donc là, c'est très bien, tout est up. Alors tout est up, ça veut dire que d'un côté, c'est connecté à Kafka, et de l'autre côté, c'est connecté à Zookeeper, et c'est connecté à la database. Donc il est en état de fonctionner. Donc j'ai défini 2 CDC pour la démo. Il y en a un côté Holiday. D'ailleurs, je me suis trompé, j'ai mis 2 à Holiday, c'est pas grave. Et j'ai fait un truc qui est pas joli, j'ai fait du polling. Donc ça, en production, il ne faut pas le faire. C'était plus simple dans mon exemple. Donc là, on voit qu'effectivement, il est allé voir, il y a 64 millis si il y avait des messages à envoyer. Je vous donne, dans mon slide deck, je vous donne la référence d'un article qui explique comment faire du transaction tailing sur Postgre. Donc on en a un côté CDC, et on en a un côté voyage aussi. Donc voilà, donc lui aussi il fait du polling, lui aussi il est connecté à Kafka et à sa propre base de données. Donc ça c'est le premier truc à voir, c'est finalement le CDC c'est quand même le composant critique. Dans quel état il est. Il remonte des métriques aussi qu'on peut injecter dans du Prometheus, enfin, c'est plutôt pas mal ficelé. Si on va du côté Kafka, alors Kafka c'est quand même un composant clé dans l'histoire, hein, puisque tous les messages passent dessus. Donc on voit qu'on a des topics. Donc on a notamment un topic trip service qui va permettre d'invoquer le service voyage. Et on a également un topic qui va porter la réponse qui va être apportée par le service voyage. On va les fouiller un petit peu dans les messages qui se baladent là-dedans pour voir comment ça se passe. Et on a nos 2 consumer groups qui sont là. Donc tout ça, c'est Eventuate qui s'en occupe. Hein. À la limite, on n'a même pas besoin d'aller fouiller là-dedans. Je vous le montre pour essayer de comprendre. Enfin, moi, ça m'intéressait de comprendre ce qu'il y avait en dessous. On va rejouer les use cases de tout à l'heure. Donc un service de réservation de vacances, et on se dit, tiens, on veut aller à Londres. On veut aller à Londres comme tout à l'heure. Donc là, on va exécuter. Pouf, et là on a la réponse. Alors là, je fais un truc pas très joli, que je vais améliorer sur GitHub. C'est que au niveau du code, l'exécution de la saga, c'est complètement asynchrone. C'est-à-dire que vous recevez sur votre endpoint REST une requête de book request, vous déclenchez une saga, mais la saga elle s'exécute de manière asynchrone. Donc ce que je fais là pour la démo, je fais un truc pas joli, je fais une tempo, d'accord, pour être sûr que ma saga a fini d'être traitée. En réalité, il faudrait passer par un système avec du complete, un completion stage et du complete pour récupérer la réponse. Bon, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'exécution de la saga est complètement asynchrone par rapport à l'exécution du endpoint. Dans le cas qui nous occupe, ça s'est bien passé, on était dans le cas nominal, comme tout à l'heure, on va aller à Londres tout seul, c'est dommage, en bateau, et au niveau prix, ça passe. On n'a pas de business error. Ce qui va être et là en face, on a notre service, on va aller le voir d'ailleurs, hein, service de voyage. Donc lui, il a reçu une requête pour un voyage à Londres. Try it out. Je l'ai fait ou pas? Et pour lui, c'est bon. Donc ça s'est bien passé. Alors on n'a pas de LRID, hein, donc c'est quoi la magie qu'il y a derrière tout ça? On va aller fouiller un petit peu. On va aller fouiller un petit peu dans les messages qui ont circulé. On va aller notamment là. Voilà. Donc là, le dernier en date, ça doit être celui-là. On voit en fait. On voit. Alors là, j'ai eu 2 messages. Oui, d'accord. Ok, je vais plutôt prendre l'autre. On a eu 2 messages, mais ça va être intéressant de voir. Alors, on a le payload de notre requête de demande de voyage. Donc, l'invocation qu'on a faite au service de voyage, on lui a dit qu'on voulait partir de Paris, aller à Londres, etc.
Et en fait, ce que fait Eventuate, lui, rajoute tout un ensemble de headers au message Kafka. Ça on n'a pas à s'en occuper, mais on a quand même des choses importantes comme la référence de la saga, etc., etc. On a également, donc ça s'est fait en 2 étapes vis-à-vis de Trip. Dans un premier temps, on lui a dit réserve-moi un voyage. Il s'est mis en état pending. Et à la fin, on lui a dit bon, c'est bon, tout va bien, le prix est bon, je te confirme que c'est bon. Donc là, on voit également qu'on a eu la réponse. Qu'on lui a envoyé la confirmation. Si je vais dans le... Alors, je vais revenir sur les topics. Qu'est-ce qu'on a dans la réponse? Là, c'est intéressant d'aller fouiller dans la réponse. Il y a une information qui est importante, parce que moi, je ne comprenais pas par quelle magie Eventuate s'apercevait que le service appelé n'avait pas bien fonctionné et qu'il fallait déclencher les actions de compensation. Et en fait, c'est lié à cette information-là qui lui permet de savoir que en face ça s'est passé avec succès ou pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 façons de... Il y a au niveau du command handler côté voyage, soit il va répondre à la fin, il va traiter son message, il va répondre avec une indication with failure ou with success. Et là, dans le cas où c'est success, ça arrive à l'autre bout, on reprend le flow d'exécution normal de la saga. En revanche, on va voir tout à l'heure, dans le cas de failure, là, automatiquement, Eventuate, il s'aperçoit qu'en face, ça ne s'est pas bien passé, et il déclenche le flow de compensation. Très rapidement, on va faire l'erreur de numéro de client. Là, c'est simple, puisque, en l'occurrence, on a une erreur de numéro de client, puis de toute façon, on n'a pas invoqué on n'a pas eu d'interaction avec le service en face. Là, on va se tromper, on va remettre le numéro de client correct et on va se tromper sur la destination. Donc lui, il va nous dire, en face, il va nous dire, bah non, je suis désolé, donc rejeté, on est bien rejeté. En face, il nous a dit que Londres, il ne connaissait pas. Et là, effectivement, si on va fouiller un petit peu dans les messages, les réponses, les dernières réponses qui ont circulé, donc la dernière c'est 20h54, c'est là, on va aller voir ce qui s'est passé. Et là, on retrouve le fameux indicateur reply outcome type failure. Donc là, c'est dans les métadatas qui reviennent du côté de l'orchestrateur de la saga, qui sait que le service s'est mal passé, et donc qu'il a déduit qu'il fallait déclencher le flow de compensation. On va faire un dernier cas avec un dépassement de prix. On a bien nos informations de voyage qui sont remontées correctement, mais au final, on a dépassé 500, largement même, et donc là, on a rejeté. On peut aller voir d'ailleurs ce qui s'est passé côté voyage avec l'identifiant numéro 3, pour vérifier qu'on est bien cohérent également. Toc, donc lui, effectivement, il avait dit c'était bon, mais à la fin, on lui dit bah non, c'est trop cher, donc tu annules. Je ne vais pas faire de démonstration de timeout parce que, pour 2 raisons. D'une part, on a vu que l'exécution de la saga, c'est quelque chose de totalement asynchrone. Donc mettre du timeout de cette manière-là, c'est pas possible. Et dans la version actuelle du framework, il n'y a pas dans le DSL, on ne peut pas exprimer de timeout. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Chris Richardson suite à ma présentation d'Evox, et il a ouvert une issue pour qu'on puisse, quand on invoque un service distant, gérer un timeout. Parce que là, tel que c'est fait aujourd'hui, il faut gérer le timeout au niveau du endpoint HTTP, mais on n'a pas de notion de timeout dans la saga elle-même. Donc c'est prévu, il y a une issue qui va être...
il y a une issue qui a été créée et qui va permettre de rajouter cette fonctionnalité. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est à ce niveau-là, quand on invoque un participant, on aura une directive with timeout quand on le souhaite, qui va permettre de dire bah, il ne m'a pas répondu assez tôt, quoi. Donc ça, c'est prévu dans les next steps. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va le développer. Le problème d'Eventwait, c'est que c'est un peu mono-contributeur, hein. C'est surtout Chris Richardson. Il y a un ou deux contributeurs avec lui, mais il fait beaucoup de choses quand même. Alors, en guise de conclusion, si on fait une comparaison grosse maille sur un certain nombre de critères qui me paraissent intéressants, les composants clés et donc les SPOF potentiels. Côté MicroProfile LRA, c'est Narayana. Narayana, c'est le point central. S'il n'existe pas, la coordination ne marche pas et les endpoints ils se plantent. Cela dit, Narayana est suffisamment éprouvé, costaud. On peut le redonder en production. Je pense qu'on peut s'armer pour que Narayana soit bien. Côté Eventwait, donc on a le CDC, on a vu qu'il remontait des métriques, des indicateurs de bonne santé, il est surveillé par Zookeeper, on peut le redonder. Bon, donc et puis Kafka, je dirais, on a toute l'artillerie lourde autour de Kafka pour le rendre. En termes de courbe d'apprentissage, clairement, LRA est beaucoup plus facile que Eventwait. Eventwait, j'ai galéré pour plein de raisons. Il y a beaucoup de configurations. Notamment, il y a de la configuration en Java, donc il faut déclarer les commandes handler, il faut déclarer les sagas, il y a plein de mécanismes de configuration qui font que bah, si on les oublie, ça ne marche pas bien. Une fois qu'on a compris, c'est bon, on est rentré dans le truc. Mais la première fois... Et il n'y a pas une très bonne granularité dans les exemples de Chris Richardson, en ce sens que soit il donne des exemples très simples, donc il a un exemple Customer and Orders, un petit peu comme ce que je vous ai fait, mais il n'y a pas de persistance, il n'y a pas de logique métier, qui est vraiment très très simple à appréhender. Et après, il y a l'application qu'il utilise dans son bouquin Pattern Microservices, c'est l'application Food2Go, avec plein de services. Et là, c'est d'une complexité, quand on aborde le truc, c'est un peu pénible. J'ai aussi galéré parce que j'ai eu énormément de mal à trouver des images qui tournent sur architecture Mac ARM. Bref, courbe d'apprentissage plutôt favorable à MicroProfile LRA. Simplicité de configuration, MicroProfile LRA, il n'y a rien à configurer. Donc, on va dire ça marche tout de suite. Eventwait, comme je vous ai dit, il y a de la config dans le CDC. Il y a plein de subtilités de configuration suivant qu'on veut attaquer un MySQL, un Postgre, en mode polling, en mode transaction tailing. Il y a pas mal de configs. Il y a la config Java, comme je vous ai dit, pour déclarer les différents composants. Le couplage fonctionnel, avec MicroProfile LRA, on a vu que c'était hyper simple. Il y a juste l'identifiant de LRA. Après, il faut se débrouiller avec. Mais c'est extrêmement simple. C'est un petit peu plus compliqué quand même de jongler avec les sagas. Le couplage technique, là par contre, j'ai mis un avantage à Eventwait dans la mesure où les échanges se font de manière asynchrone, complètement. Donc on sait que quand on veut déployer des archis asynchrones qui tiennent la route, il vaut mieux privilégier les échanges asynchrones entre les services que du synchrone à tous les étages. En termes d'observabilité, alors Eventwait propose une architecture technique un petit peu plus compliquée, mais offre quand même des moyens d'observabilité. Côté LRA, il n'y a pas grand-chose, hein. Notamment côté Narayana, il y a quelques endpoints pour savoir quels sont les LRA en cours, mais bon, c'est assez léger. Côté généricité, alors je nuancerai un petit peu mon propos. Depuis que j'ai vu des exemples permettant d'utiliser MicroProfile LRA avec du Spring Boot, parce que ce qui me gênait, c'est qu'on ne pouvait pas le faire avec du Spring Boot. En fait, on peut le faire. Je vous donne le lien d'un exemple qui le démontre très clairement. Bon, Eventwait Tram a le mérite d'être extrêmement générique en ce sens qu'il est multi-SGBD, il sait pratiquement tout faire, il est multi-système de queuing. Là, je vous ai montré du Kafka, mais il sait faire du Rabbit, de l'ActiveMQ, etc. Il est multi-framework, puisqu'il sait nativement faire du Spring, du Quarkus, du Micronaut.
Donc il est quand même assez générique. Pour aller plus loin, donc il y a mes 2 démos sur GitHub. Donc je suis en train de les faire évoluer au gré de mes découvertes. Il y a plein de choses sur le site Microservice.io et les exemples, le site Eventuate et les exemples pour Eventuate. Côté LRA, le blog Narayana, c'est une mine d'or. Ils ont beaucoup travaillé en 2021 sur l'implémentation LRA et ils expliquent plein de choses extrêmement intéressantes. Vous avez également des exemples Quarkus, Open Liberty et Elidon. Et Elidon a un exemple très intéressant, comme je disais tout à l'heure, de LRA complètement distribué. Pour aller encore plus loin, donc un exemple LRA avec Spring Boot et Axon. Le module LRA Camel, donc on peut dans des routes Camel démarrer, terminer, compenser des LRA. Et on peut également configurer PostgreSQL en mode transaction polling. En fait, la seule chose, je vais être transparent, c'est que j'ai pas trouvé l'image Docker en architecture ARM qui le fait. Donc la seule image que j'ai trouvée, c'est une image Postgre qui fait du polling. Donc voilà pour ma présentation. Si vous avez des questions sur ces différentes approches qui permettent. Pour faire du. Pour faire. Ouais, alors justement, dans l'exemple Elidon, on a l'exemple d'une appli avec un front, alors je me rappelle plus si c'est du Angular ou quoi, mais là vraiment de bout en bout, où la LRA elle démarre, elle est partagée. Après, principalement c'est du Java quand même, hein, la spécification microprofile c'est du Java. J'ai pas vu, j'ai cet exemple Elidon en tête, mais j'ai pas vu d'exemple. Alors, alors potentiellement, c'est très simple à implémenter, puisqu'en fait, ça se présente sous forme d'intercepteur et de handler JAX-RS. Et pour propager la transaction LRA, le seul truc, c'est d'aller ajouter sous forme de header HTTP le LRA ID. Donc ça, c'est très simple à implémenter. Après, l'interaction avec le coordinateur LRA, je pense que le code qu'il y a dans les implémentations Java, il est largement réplicable dans d'autres langages. En fait, la manière d'interagir avec un coordinateur LRA, c'est du REST HTTP très simple, où on dit tiens, je veux participer à tel LRA ID, tiens, démarre-la moi, tiens, finis-la moi. Il n'y a pas de blocage à l'utiliser dans d'autres langages. Il faudrait, encore une fois, aller lire le blog Narayana, ils expliquent plein de choses et peut-être qu'ils doivent donner des pistes par rapport à ça. Vous êtes mort? You are dead? Bah, non. Hein. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez été confronté à cette problématique dans des archives microservices de dire bah ouais c'est bien les bases de données individuelles et tout, mais au final on fait quoi c'est. Et on voit bien que ces réponses-là, bon, alors ce que je trouve étonnant dans l'histoire, c'est qu'on voit qu'on repose sur des travaux anciens, certains datent des années 80, et j'ai envie de dire, mais pourquoi c'est pas standardisé, il n'y a pas des trucs. On voit que les 2 solutions que je vous ai exposées, elles ont émergé l'année dernière, elles sont toutes récentes. Il y a un décalage entre le besoin et les travaux qui ont été menés il y a longtemps et la mise à disposition des solutions qui commencent seulement à arriver, qui proposent des réponses, mais clairement avec des limites techniques qu'il faut avoir en tête, quoi.
Ça, c'est... Ouais, tout à fait. C'est une excellente remarque. Effectivement, à partir du moment où on a mémorisé le lien entre les différents microservices qu'on a appelés, on est capable relativement facilement de faire un batch qui va aller identifier les incohérences et redresser. Et effectivement, si on est dans un contexte fonctionnel où ça arrive suffisamment rarement, et si on peut se permettre d'attendre, que ce ne soit pas immédiat, d'essayer de compenser, c'est probablement aujourd'hui la solution, on va dire, la plus robuste. Hein. Parce que de toute façon, même avec ces solutions-là, il faut quand même prévoir le batch qui va aller ramasser la misère au cas où la compensation n'a pas bien marché. Et effectivement, fonctionnellement, on peut avoir des opérations de compensation très compliquées. Par exemple, dans le paiement, si on est en train d'accepter un paiement pour le compte d'un commerçant, on a fait une demande d'autorisation, donc on a commencé vis-à-vis de la banque, on a commencé à baisser le plafond du porteur. Pour une raison X ou Y, ça se passe mal. Ça veut dire qu'il faut réenclencher une transaction avec le serveur d'autorisation de la banque pour recréditer le plafond d'autorisation qu'on vient de débiter. On arrive à des choses qui peuvent être complexes et fragiles. Les actions de compensation peuvent elles-mêmes induire beaucoup de fragilité. Donc c'est pour ça que ça marche bien dans des cas relativement simples où, en modifiant le statut d'une entité, on retombe sur nos pattes assez facilement. Mais si effectivement on arrive sur du fonctionnel très complexe en compensation, ouais, il vaut mieux rester sur des choses, des choses basiques, quoi. Après, j'ai envie de dire, normalement, un bon découpage en microservices, si vraiment il est bien fait, on doit avoir relativement peu de cas compliqués d'architecture distribuée. Mais il y en aura quand même de toute façon. Bah, c'est ça, c'est loguer tout ce qu'il faut pour un rattrapage manuel derrière. Soit un rattrapage manuel, s'il y a besoin d'expertise métier pour redresser le truc, soit un batch qui peut éventuellement détecter les incohérences et puis faire des actions correctives relativement simples. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas plus de, non, il y a rien de magique en la matière, quoi. Alors, le bouquin de Chris Richardson, oui, il parle beaucoup de ça. Après, sur les blogs Narayana, non, parce que c'est vraiment focus sur leur gestionnaire de transactions. Mais ils expliquent aussi pas mal de choses liées à l'usage de ça. Donc tu peux retrouver indirectement. Ouais, tu peux trouver des pistes. Après, comment bien réussir son découpage en service, etc., pour limiter ce genre de situation. Il y a tout un chapitre dans le livre de Chris Richardson où il expose deux patterns pour justement borner et cadrer les services au mieux.